Donc, je vais commencer par cette première présentation. Avant de commencer, un petit mot pour remercier le comité qui a organisé ces 2 journées. Et puis, bien sûr, je suis ravie de commencer par cette première présentation en espérant vous convaincre de l'importance qu'il y a de s'intéresser aux familles et aux activités familiales dans le développement de l'apprentissage des enfants. Avec donc une présentation intitulée « Comment les activités familiales peuvent-elles participer à construire les connaissances mathématiques de l'enfant ?» Et avant de rentrer plus en détail dans cette question-là, il me semblait important de préciser ce qu'on entend en psychologie cognitive par apprentissage mathématique de l'enfant. Donc bien évidemment, il y a cette question du calcul, de l'arithmétique. Ce workshop est intitulé d'ailleurs, je crois, avec le mot calcul. Mais on va s'intéresser aussi chez le jeune enfant à tout un tas de compétences qu'on va considérer en lien directement avec les mathématiques, qui sont des compétences plus précoces, plus préalables. Non, c'est pas pour moi, aux mathématiques. Et donc, on va s'intéresser à tout un tas de ces compétences, donc notamment, par exemple, la capacité du jeune enfant à manipuler, à comprendre des quantités de jetons, de points, ou encore à comprendre la quantité représentée par un nombre ou l'ordinalité, donc l'ordre des nombres. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces compétences-là, on sait qu'elles se développent de façon très précoce, mais aussi qu'elles sont d'emblée très inégales. On sait ça notamment grâce aux données d'évaluation nationale, donc c'est des données d'évaluation qui sont répétées tous les ans, et notamment chez les jeunes enfants à l'entrée en CP. Et donc, ce qu'on voit ici sur cette figure, en fait, c'est une visualisation des résultats qu'on observe à l'entrée en CP chez ces jeunes enfants. Et donc, ce que ça nous montre, surtout, c'est qu'en fait, sur ces compétences précoces, à l'entrée en CP, les compétences, elles sont déjà très inégales. Et pour certaines d'entre elles, on va considérer qu'il y a jusqu'à 50% des enfants qui ont des compétences jugées au mieux fragiles à l'entrée en CP. Et c'est ici le cas, par exemple, pour le fait d'associer un nombre à sa position sur une ligne. Et c'est très important de s'intéresser à ces compétences précoces-là, puisqu'une autre caractéristique de cet apprentissage des mathématiques, c'est son caractère fortement incrémental. Autrement dit, on sait que si les enfants ont des difficultés sur ces compétences-là très précoces, ils vont certainement avoir ensuite des difficultés à entrer dans des compétences plus élaborées comme le calcul ou l'arithmétique. Mais une fois que j'ai dit ça, ce serait trop simple si en fait les compétences mathématiques reposaient que sur ces compétences élémentaires-là spécifiquement mathématiques. On sait aussi qu'en fait, les compétences en mathématiques, elles vont dépendre de tout un tas d'autres facteurs, et notamment tout un tas d'autres domaines cognitifs, comme par exemple le langage. On sait que le langage va avoir un poids très fort aussi dans le développement des compétences mathématiques. Et tous ces domaines, toutes ces compétences, en fait, elles vont se développer, alors pour certaines, de façon un peu innée chez l'enfant, mais pour la majorité, surtout grâce aux expériences que vont faire les enfants. Et donc ces expériences, elles sont bien sûr avant tout scolaires, mais vous l'aurez compris, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est les expériences en dehors de ce cadre scolaire et le poids qu'elles peuvent avoir sur le développement de l'enfant, et donc notamment les expériences au sein de la famille. Donc la question, comment aborder, comment appréhender ces expériences au sein de la famille en ce qui concerne le développement des mathématiques chez l'enfant? Et donc, pendant longtemps, en fait, la seule façon qu'on a eu de faire, notamment en recherche, ça a été de s'intéresser à des indicateurs de statut socio-économique familial. Donc, c'est des indicateurs tels que, à minima, le niveau d'études des parents, leur niveau de salaire, leur statut professionnel, etc. Et donc, sur la base de ce statut socio-économique familial, on a pas mal de données, et notamment des données qui nous viennent de larges enquêtes internationales dont vous avez sans doute déjà entendu parler. C'est notamment le cas des enquêtes PISA, qui sont menées par l'OCDE tous les 3 ans. Et ces enquêtes PISA, elles permettent d'évaluer les compétences des jeunes de 15 ans dans plus de 80 pays à travers le monde, et notamment, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, en mathématiques. Et donc, ce type d'enquête permet de comparer les systèmes éducatifs, notamment en ayant une estimation moyenne des performances des élèves de 15 ans dans ces différents pays. Mais aussi, selon ces fameux indicateurs de statut socio-économique familial. Et donc là, sur ce graphique, ce que vous allez voir, c'est sur l'axe des ordonnées, à quel point, finalement, le statut socio-économique familial a un poids est lié à la réussite en mathématiques des élèves de 15 ans. Donc plus le poids est important, plus l'échelle est haute. Donc autrement dit, il y a un écart grand entre les performances des élèves issus de milieux très défavorisés et ceux de milieux très favorisés. Donc ce qu'on voit ici, c'est que c'est un espèce d'universel. Dans tous ces pays qui sont testés, il y a un poids du statut socio-économique, toujours dans le même sens, bien sûr, donc en faveur des enfants issus de milieux très favorisés.
Mais ce qu'on voit aussi, et c'est pour ça que la France est souvent pointée du doigt par la presse, et donc ces résultats sont très largement diffusés, c'est à quel point la France a un peu le rôle de mauvais élève sur cette question-là, puisque ici en rouge, on voit que la France est bien après la moyenne de l'OCDE. Donc en France particulièrement, le poids du statut socio-économique familial est très présent dans la réussite en mathématiques des élèves à 15 ans. Très présent de quelle manière ? On a jusqu'à 112 points d'écart à ces échelles PISA, selon que les enfants soient issus de milieux socio-économiques, les enfants adolescents à 15 ans, issus de milieux socio-économiques très défavorisés ou très favorisés. Pour mettre ce résultat de 112 points d'écart en regard avec un autre résultat qui est souvent beaucoup décrit dans la presse à propos de ces résultats d'enquête PISA, c'est les résultats qui affectent les différences de genre. Donc il y a aussi des différences de genre qui sont montrées par ces enquêtes PISA, donc en faveur des jeunes élèves garçons qui sont plus performants que les jeunes filles. Donc c'est un résultat préoccupant, mais c'est un résultat sans commune mesure en taille d'effet, puisqu'on a 10 points d'écart en moyenne entre les filles et les garçons à 15 ans, alors qu'on a plus de 110 points d'écart entre les élèves issus de milieux socio-économiques défavorisés et ceux favorisés. Donc une vraie question là. Et ce type de résultat, il est corroboré par tout un tas d'autres données, et notamment par ces fameuses enquêtes nationales d'évaluation nationale de l'éducation nationale dont je vous parlais juste avant. Et ces évaluations nationales, elles sont aussi intéressantes, encore une fois, pour ces évaluations qu'elles font à l'entrée en CP. Et donc, ce qu'on voit là, c'est qu'en fait, les fameuses compétences précoces sur lesquelles on peut évaluer les enfants à l'entrée en CP, on se rend compte que cette variabilité des résultats que je vous décrivais en introduction, elle dépend en fait aussi d'emblée du milieu socio-économique familial. Donc là, c'est une comparaison entre les secteurs d'éducation prioritaire et ceux qui sont non prioritaires. Et donc, sur cette approximation très globale, déjà du statut socio-économique familial, on a bien un écart à l'entrée en CP. Ce qu'on observe aussi avec ces données nationales, c'est que cet écart-là, il a tendance un peu à se réduire en cours de CP. Il se maintient, mais il se réduit. Mais surtout, il ressurgit après l'interruption pédagogique relativement longue que représentent les vacances scolaires. Donc ce genre de résultats, ils nous apprennent deux choses. Ils nous apprennent bien sûr que, comme on l'a dit d'emblée, en fait, les enfants, ils n'entrent pas à l'école sur la même ligne de départ, ils n'ont pas tous le même point de départ, et surtout, ça souligne encore plus le poids finalement de ces expériences que font les enfants en dehors du temps scolaire, et notamment, c'est l'hypothèse ici, dans leur famille. Mais donc maintenant, la question qui subsiste, maintenant que je vous ai dit tout ça, c'est finalement comment on explique que ce statut socio-économique familial, ce niveau d'études, ce niveau de salaire, comment ça se fait que ça ait un tel poids dans l'apprentissage en mathématiques des enfants. Donc bien évidemment, ce facteur de statut socio-économique familial, il recoupe tout un tas de réalités et tout un tas de mécanismes. Donc l'idée, c'est pas ici de dire qu'on va explorer tous les mécanismes, mais bien un des possibles mécanismes de ce statut socio-économique familial. Et un des possibles mécanismes, c'est de s'intéresser à la famille de façon plus fine que seulement à partir de ces indicateurs très globaux sur l'environnement familial. Et donc, vous allez s'intéresser à caractériser la famille plus finement par rapport à cette question des mathématiques. Donc, j'ai conscience en vous disant ça que ça peut paraître un peu étrange d'aller se poser la question de l'expérience, des caractéristiques familiales par rapport aux mathématiques. Donc je me permets un pas de côté là, juste pour faire le parallèle avec les travaux qui existent sur le langage. Ça vous paraît sans doute beaucoup moins étrange, parce qu'à tel point qu'aujourd'hui, c'est largement reconnu qu'il est important qu'un parent parle régulièrement à son enfant, qu'il est important de partager des lectures avec son enfant, et ces connaissances-là, elles sont tellement connues et reconnues qu'elles ont largement diffusé au sein de la société à travers différents types d'initiatives, que ce soit des associations pour promouvoir le goût de la lecture, que ce soit même des campagnes publicitaires sponsorisées par différentes entreprises privées, comme le cas de cette récente mi-temps lecture qui a été diffusée toute cette année 2024 dans un contexte d'événements sportifs. L'objectif, c'était de diffuser des petits spots publicitaires qui encourageaient les parents et les enfants à lire pendant les temps de pause entre les différents événements sportifs, ou encore l'implantation sur tout le territoire d'un large réseau de bibliothèques municipales qui donne un accès au plus grand nombre au matériel que sont les livres. Donc ce pas de côté mis à part, c'est tous ces travaux-là qui ont mis en évidence l'importance de ces pratiques de lecture, de ces pratiques de langage. C'est en fait des travaux dont sont nés vraiment les travaux qui portent sur l'environnement mathématique. Ce sont des travaux qui se sont développés en miroir de ces travaux-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces travaux sur l'environnement
familiale mathématique. Il nous indique plusieurs facteurs qui peuvent être intéressants à considérer pour appréhender cette famille et ses expériences familiales. Les premiers facteurs, ils concernent les parents eux-mêmes. Donc ça va être la question de l'attitude des parents vis-à-vis des maths et cette fameuse anxiété mathématique que peuvent ressentir certains parents, mais aussi les attentes des parents vis-à-vis de l'apprentissage en mathématiques de leur enfant, et notamment la question de savoir si ces attentes sont plus ou moins basses ou très élevées par rapport aux attendus du programme scolaire. Une autre façon d'aller appréhender, d'aller explorer cet environnement familial, et c'est la façon qui a été la plus utilisée, c'est d'aller mesurer la fréquence d'activités familiales dites mathématiques. Alors, quand on parle d'activités familiales mathématiques, on parle bien sûr des activités que vous avez sans doute toutes et tous en test, qui sont les activités très formelles qu'on va réaliser avec une véritable pensée, un véritable but d'apprentissage avec l'enfant. Donc, ça va être le fait de lui faire compter la comptine numérique jusqu'à 10, jusqu'à 20, le fait de lui faire réciter les tables de multiplication. Mais ces activités familiales mathématiques, c'est pas que ça. L'idée, c'est qu'en fait, il y aurait tout un tas d'activités du quotidien qui vont embarquer de façon plus ou moins consciente, de façon plus ou moins implicite, du contenu mathématique. Et ces activités, ça peut être par exemple le fait de faire la cuisine avec son enfant, de peser, mesurer des quantités, le fait de faire les courses, là aussi, peser, mesurer, ou aussi le fait de jouer à un jeu, par exemple un jeu de plateau, lancer un dé, déplacer un pion d'un certain nombre de cases. L'idée, c'est que toutes ces activités-là, qui ne sont pas forcément réalisées avec un véritable but d'enseigner quelque chose, de faire apprendre quelque chose à l'enfant, toutes ces activités-là, elles vont aussi embarquer du contenu mathématique au quotidien. Et enfin, une dernière façon qui a été explorée dans la recherche pour appréhender ces expériences familiales, ça a été d'aller à un niveau encore plus fin et d'aller carrément explorer ce que se disent les parents et les enfants pendant ce type d'activité. Et donc d'aller identifier le langage mathématique, les mots nombres employés par les parents lorsqu'ils s'adressent à leur enfant. Donc vraiment aller caractériser un cran plus finement ce type d'activité pour appréhender ce qui se passe concrètement en termes d'échanges pendant ces activités. Et donc, ces différents facteurs, ils ont été largement appréhendés à travers des questionnaires qui sont remplis par les parents, où on les interroge souvent sur leurs activités, parfois sur leur attitude et leur attente, et aussi plus minoritairement par quelques études qui ont visé à enregistrer directement ces interactions verbales entre enfants et parents. Donc, ce champ de recherche, il est relativement récent, il a moins de 30 ans, mais il a connu une véritable explosion ces dernières années en termes de nombre de publications. Et ça a été montré par une méta-analyse récente. Donc une méta-analyse, pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas, c'est une méthode statistique qui va en fait permettre de combiner les résultats de plusieurs études isolées séparément. Et donc c'est une méthode qui va permettre d'avoir plus de force sur le type de résultats qu'on observe, qui va être moins soumis à les biais de chaque étude séparément. Donc c'est une synthèse plus fiable. Et donc cette méta-analyse, elle s'est basée sur plus de 60 études et elle a montré qu'il y avait un lien significatif qui existait à l'issue de ces 60 études entre ces différentes caractéristiques de l'environnement familial mathématique et les compétences en mathématiques des enfants. Et cela d'autant plus lorsque les enfants sont en école maternelle. Pendant ma thèse, avec Jérôme Radon, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les études qu'on a faites, mais on a cherché à répondre à ces questions-là de deux façons d'abord, donc en cherchant à répliquer ces types de résultats dans un contexte français, parce que ces études avaient été majoritairement faites aux États-Unis, dans un contexte français lyonnais, on n'a pas testé l'ensemble des enfants en France, et on a aussi cherché à savoir si ces résultats pouvaient s'observer quand même avant et après le début de la scolarisation élémentaire, donc chez des enfants en grande section maternelle de 5 ans et des enfants plus grands de 8 ans en CE2. On a répliqué ces résultats et on a montré ce type de relation chez ces deux populations. Donc là, concrètement, à quoi ça ressemble ce genre de résultats qu'on a pu montrer? Alors, on a fait passer des questionnaires aux parents et on a montré que plus les parents nous déclaraient faire régulièrement, fréquemment des activités familiales mathématiques, c'est ici ce que vous voyez en bas, plus les enfants avaient des bonnes compétences en mathématiques aussi. Donc soit des compétences de transcodage, donc c'est le fait de savoir écrire des nombres sous une dictée ou de savoir lire les nombres, soit ces fameuses compétences de calcul, d'arithmétique. Donc ça, c'est des résultats qu'on a réussi à établir chez des enfants français de grande section de maternelle. Mais une question qu'on s'est posée et qui avait été aussi assez peu, voire pas du tout abordée dans la littérature, c'était la question de la spécificité de cette relation. Parce que comme je vous le disais en introduction,
les compétences mathématiques, l'apprentissage des mathématiques, ça va reposer bien sûr sur des facteurs vraiment mathématiques, mais aussi sur tout un tas d'autres facteurs non spécifiques aux mathématiques. Et donc la question, c'est est-ce que finalement, ce qu'on observe entre ces caractéristiques familiales et cet apprentissage des mathématiques chez l'enfant, est-ce que c'est vraiment purement spécifique aux mathématiques, ou est-ce que ça peut quand même aussi s'expliquer par d'autres facteurs qui ne seraient pas mathématiques? Et donc, pour ça, on a cherché à voir s'il y avait une spécificité de cette relation. Et donc ça, on l'a fait de deux façons. Dans nos questionnaires qu'on a fait passer aux parents, on ne les a pas interrogés que sur les activités familiales avec du contenu mathématique, on les a interrogés sur tout un tas d'activités, y compris ces fameuses activités langagières. Et on a voulu vérifier si ces activités sans contenu mathématique, mais quand même très stimulantes, très engageantes pour l'enfant avec du langage, est-ce que c'était lié de la même manière aux activités mathématiques? Eh bien non, ce qu'on a observé, c'est que cette relation entre les... Donc là, c'est ce que vous avez en bleu, il n'y a pas de lien avec les compétences des enfants. C'était vraiment ces activités familiales avec du contenu mathématique qui étaient spécifiquement liées aux compétences des enfants. Et on est allé un peu plus loin pour tester cette spécificité. Je ne rentrerai pas trop dans les détails ici, mais on a employé la technique d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Donc, ce que vous voyez ici, c'est l'IRM de Lyon décorée avec un décor fusé pour la rendre la plus agréable possible pour les enfants. On leur racontait toute une histoire de cosmonautes, etc. Et donc, on a cherché à voir si on pouvait identifier des corrélats cérébraux, à savoir, est-ce qu'en fait, ce qu'on allait observer au niveau de l'activité cérébrale chez l'enfant, là aussi, c'était plutôt des réseaux dédiés au langage, ou est-ce qu'on pouvait identifier des réseaux vraiment spécifiques aux mathématiques? Et ce qu'on a montré, c'était vraiment un réseau, l'activation chez ces enfants qui bénéficient le plus de ces activités familiales mathématiques. On a montré qu'ils recrutaient davantage un réseau qu'on connaît bien pour être spécifique à la cognition mathématique, à savoir ce sillon intrapariétal. Et donc, là aussi, un résultat en faveur d'une spécificité de cette relation, aussi bien au niveau des pratiques parentales que de le corrélat cérébral qu'on pouvait observer. Donc, des raisons de penser que cette relation, elle est vraiment importante, significative et qu'elle est vraiment spécifique. Maintenant, la question qui se pose, c'est la question d'aller intervenir, de réaliser des interventions auprès de ces familles, pour au moins deux raisons. Tout d'abord, un intérêt purement théorique, c'est-à-dire que toutes les relations que je vous expose depuis tout à l'heure entre cet environnement familial et les compétences en mathématiques des enfants, c'est des corrélations. Ça veut dire qu'on ne peut pas être certain, déjà, que ces relations, elles ne s'expliquent pas mieux par d'autres facteurs qu'on ne mesurerait pas, par exemple une composante génétique, ou on ne peut pas non plus être certain que cette relation, elle ne soit pas inverse. On peut tout à fait s'imaginer qu'en fait, les enfants qui s'engagent dans plus d'activités avec leurs parents, c'est parce qu'ils sont meilleurs en mathématiques et donc ils ont plus d'appétence à s'engager dans ce type d'activité. Donc ça, la seule façon d'aller prouver qu'il y a vraiment un lien de cause à effet, c'est d'aller intervenir auprès des familles. Ça veut dire modifier, enrichir ce type d'activité familiale et voir si on a un effet domino, donc si on a cet effet de cause à effet, si vraiment, en modifiant ces pratiques familiales, on enrichit, on améliore les compétences en mathématiques des enfants. Donc ça, c'est l'intérêt vraiment théorique. Et ensuite, bien sûr, il y a un intérêt pratique qui est que si on montre de tels bénéfices, de telles interventions, eh ben, ça permet d'identifier des leviers d'intervention efficaces pour remédier à ces inégalités d'apprentissage des mathématiques chez l'enfant. Donc là, ces études qui ont cherché à intervenir sur cet environnement familial, elles sont encore plus récentes, elles ont moins de 10 ans et il en existe une grosse dizaine à l'heure actuelle. Mais il y a déjà eu 2 méta-analyses qui ont été publiées, l'une à la suite de l'autre. Ah, ma diapo est coupée, on ne voit pas le bout, mais c'est 2023-2024, les dates des papiers. Et donc ces 2 méta-analyses, elles nous apprennent une chose d'abord qui est importante, c'est que là encore, on a des raisons de penser sur la totalité des études qu'il y a un effet significatif de ces interventions familiales sur les compétences en mathématiques. Il y a vraiment cet effet domino. Ça, c'est le résultat, la lecture positive de ces interventions. La lecture moins positive, c'est qu'il y en a peu et qu'en fait, il y a quand même beaucoup d'hétérogénéité entre les études, qu'elles n'ont pas toutes fonctionné de la même manière. Mais il y a des hypothèses pour comprendre pourquoi elles n'ont pas toutes fonctionné. Donc déjà, pour vous les décrire, ces études, il faut savoir que la plupart, elles ont duré en moyenne de 4 à 6 semaines. Donc, il y avait quelques exceptions avec des études beaucoup plus courtes, des interventions beaucoup plus courtes et d'autres qui ont duré beaucoup plus longtemps. Mais dans l'ensemble, elles ont visé à modifier les pratiques familiales pendant 4 à 6 semaines. Et ces interventions, elles impliquaient tous une seule activité à répéter pendant toute la durée de l'intervention, qui était soit de la lecture de livres. Donc, les chercheurs remettaient aux familles des livres avec du contenu mathématique, soit une activité de jeu, donc soit des activités de jeu de plateau, des activités de jeu de cartes ou une activité de jeu de dés.
Donc ça, c'est pour le design, c'est pour la façon dont ces études ont été implémentées dans les familles. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces études, elles ont été majoritairement faites en cherchant à les transposer. C'est-à-dire qu'en fait, les chercheurs qui ont conçu ces études, ils sont partis d'études qui avaient montré, des interventions qui avaient montré des bénéfices sur les enfants dans des contextes très formels, c'est-à-dire soit en classe, en faisant pratiquer des jeux en classe, soit en laboratoire. Et ils ont cherché à les transposer dans la famille. Et donc, cette transposition, elle s'est assez vite heurtée à des difficultés, puisque les parents ne sont pas des chercheurs ni des enseignants, et donc ils n'implémentaient pas ces activités de la même manière. Et en fait, ce que montrent ces méta-analyses, c'est que les études de ce type qui ont réussi à montrer des effets, c'est en fait des études qui ont nécessité une grande formation des parents. Donc les parents venaient assister à des quasi-cours magistraux sur l'intérêt de jouer à ces jeux, comment jouer à ces jeux. Il y a eu des supervisions très strictes de l'implémentation de ces pratiques en famille, soit par on demandait aux familles de se filmer pendant qu'ils pratiquaient l'activité, soit même parfois dans certaines études, les chercheurs se sont rendus au domicile pour voir comment ces activités étaient réalisées. Encore une fois, tout ça dans un but d'adhérer le plus fidèlement possible aux interventions telles qu'elles sont conçues normalement en contexte de recherche, en laboratoire ou en classe. Et donc, la conclusion de ces deux méta-analyses qui portent en fait sur ce corpus de recherche-là, c'est que pour que ces interventions soient efficaces auprès des parents, il faut vraiment superviser, encadrer le plus possible ces interventions. Donc la question que ça pose, c'est la question de la validité écologique de ce type d'intervention. Donc la validité écologique, ça serait d'une certaine manière la signification sociale de ces interventions et de façon plus large, quelle serait l'acceptabilité, la possibilité de transférer ces interventions dans la vie réelle. Donc il est assez évident qu'elle est a priori assez faible, ce type de transfert ça pose la question. Et là, ça pose à nouveau deux questions, comme tout à l'heure, aussi bien théoriques que pratiques. Parce que d'un point de vue théorique, on peut se demander ce qu'on prouve en faisant ça. Est-ce qu'on prouve vraiment ce mécanisme de causalité de la famille sur les compétences en mathématiques des enfants, ou est-ce qu'on prouve pas plutôt la capacité des parents à se transformer en quasi-expérimentateurs, en quasi-enseignants? Donc qu'est-ce qu'on prouve avec ces études-là? Et bien sûr, la question pratique, c'est comment on transfère de telles interventions dans la vie de tous les jours, dans la vie réelle, où on ne va pas venir coacher les parents à domicile, les faire se filmer, etc. Donc, le projet que je vous présente aujourd'hui, l'objectif, c'est de développer un outil d'intervention qui vise une bonne validité écologique pour une meilleure transférabilité ensuite de cet outil. Et aussi prouver cette question de la causalité théorique d'une façon plus écologique que les études précédentes. Donc cet outil-là que je vous présente aujourd'hui, on l'a développé avec le professeur Bert de Smet et du coup, la caractéristique principale de cet outil, c'était qu'on souhaitait qu'il soit le plus autonome possible, donc qu'il n'implique pas de rencontrer les familles. À aucun moment que les familles soient en contact avec l'équipe de chercheurs. Mais cet outil, on l'a conçu pour qu'il transite via les enseignants, qui remettaient le matériel aux familles, sans non plus leur donner de consignes. Les enseignants étaient un relais à ce moment-là dans la passation de cet outil. Et la seule chose, c'est qu'on remettait un ensemble de matériel que je vais vous décrire juste après, en remettant aux parents un petit livret qui se présentait un peu comme des règles du jeu spécifiques à chaque activité et qui proposait aussi aux parents une espèce de trame, de calendrier qu'ils pouvaient suivre. C'était plus des suggestions, tout en précisant bien que ce parcours dans les activités pouvait tout à fait être adapté à leurs contraintes et à leurs envies, ainsi que celles de leur enfant. Et cette intervention, elle était conçue pour durer 6 semaines. Donc 6 semaines de modification des activités au sein des familles. Et donc concrètement, cette intervention, elle avait 2 volets. Un volet vraiment matériel, où on a remis aux enfants, à leur famille, un carton avec tout un ensemble d'activités, de jeux. Et donc ces jeux, on ne les a pas inventés. En fait, on a repris plus ou moins ce qui existait dans ces fameuses études précédentes, mais qui à chaque fois impliquaient une seule tâche, une seule activité à répéter pendant plusieurs semaines, plusieurs fois par semaine. Là, on est parti sur le principe que même si certains enfants ont des intérêts très restreints et aiment faire la même activité plusieurs fois par semaine pendant plusieurs semaines, c'était certainement pas le cas de toutes les familles. Donc on leur a donné un large set d'activités. Et ces activités, c'était soit des jeux de plateau, type jeu de loi, soit des jeux type domino,
soit des jeux de cartes qui pouvaient être joués comme un memory ou une bataille, et un livre avec du contenu mathématique. Et chacun de ces jeux avait 3 versions, était décliné en 3 versions, plus ou moins complexes, avec soit des aspects uniquement non symboliques du nombre, soit des aspects symboliques avec des chiffres. Pour tester cette intervention, on a aussi développé en parallèle un autre ensemble d'activités qu'on voulait de la même manière stimulante, de la même manière engageante pour les familles, donc le même nombre de ressources fournies, mais cette fois-ci sans aucune référence mathématique, mais uniquement des ressources sur les aspects langagiers. Et en plus de ce volet purement matériel, cet outil d'intervention qu'on a développé, il avait aussi un volet numérique, puisque en fait, on a envoyé à toutes les familles pendant ces 6 semaines, au total 3 petites vidéos animées de quelques minutes chacune, donc soit sur le versant mathématique, soit sur le versant langage. Et ces vidéos, elles avaient 2 buts. D'abord, de dire en quelques mots aux parents pourquoi c'était important de s'engager dans ce type d'activité avec leur enfant. Mais aussi, le deuxième but de ce type de vidéo, c'était de souligner, dans un deuxième temps, toutes les opportunités que les familles avaient déjà au quotidien, en dehors de ce set d'activités qu'on leur remettait, souligner toutes ces opportunités quotidiennes, que ce soit pour les mathématiques ou le langage. Et afin d'évaluer quand même si on voulait laisser les familles les plus autonomes, on avait quand même besoin de savoir ce que les familles faisaient ou ne faisaient pas pendant toute la durée de cette intervention. On a aussi envoyé aux familles, une fois par semaine, soit un lien SMS, soit un lien par mail pour un cours QCM qui leur demandait simplement de nous indiquer quelles activités ils avaient faites et pendant combien de temps. Et on leur laissait aussi la possibilité de nous faire des feedbacks qualitatifs, ce que certains ont fait abondamment, mais pas tous, sur le type d'activité, ce qu'ils avaient aimé, pas aimé, etc. Et donc, cet outil d'intervention, on l'a testé auprès de plus de 110 enfants et leurs parents de moyenne section de maternelle, donc des enfants de 4 ans. Et on a réparti ces enfants et leurs familles dans chacun des groupes, donc de façon aléatoire, entre la condition où on leur donnait plein d'informations sur les mathématiques et des ressources mathématiques, et celle où on leur donnait des ressources sur le langage. Et donc, on a cherché à évaluer aussi cet outil-là. Et donc, pour ça, on a testé les enfants sur leurs compétences avant et après la mise en place de l'intervention. Donc pour ça, encore une fois, on n'a pas rencontré les familles. Les familles avaient donné leur accord, bien sûr, mais on est allé tester les enfants directement pendant le temps de la classe. Et donc, on a testé ces enfants sur plusieurs compétences mathématiques, donc à savoir le fait de savoir compter un nombre de jetons, d'identifier la cardinalité d'un ensemble de jetons. L'ordinalité, donc être capable de dire quel nombre vient avant un autre, quel nombre vient après un autre. Le transcodage, donc toujours cette lecture de nombres et cette écriture de nombres sous dictée. Et des calculs simples d'arithmétique. On a aussi testé ces enfants sur d'autres composantes, davantage liées à ces autres domaines cognitifs ou à cheval avec ces autres domaines cognitifs, à savoir le langage mathématique et le raisonnement non verbal. Et on a aussi demandé aux parents de remplir un questionnaire en ligne avant et après l'intervention, donc un questionnaire qui visait à mesurer ces fameuses caractéristiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc leur attitude, est-ce qu'ils sont anxieux vis-à-vis des maths, leur attente, qu'est-ce qu'ils attendent pour leur enfant en termes d'apprentissage, et cette fréquence d'activité familiale avant et après l'intervention. Donc cet outil, qu'est-ce qu'il a montré en tant que tel sur son implémentation ? La bonne nouvelle, c'est que ça semble avoir plutôt bien marché, puisque ici, ce que vous voyez, c'est le nombre de sondages que les parents ont complétés sur l'intégralité qu'on leur a envoyé. Donc, je vous rappelle, on en a envoyé un par semaine. Et en fait, on a seulement 10% des parents qui n'ont jamais répondu. Et on a 70% des parents qui ont répondu à un de ces QCM sur 2. Et surtout, ces données de QCM, elles nous ont permis d'apprendre 2 choses. C'est qu'en moyenne, les parents ont déclaré sur la totalité de l'intervention, donc sur la durée des 6 semaines, avoir fait en moyenne 26 fois une activité. Donc, ce n'était pas forcément 26 activités différentes, mais en total, ils se sont engagés 26 fois dans une activité. Et chacune de ces activités était relativement courte, puisqu'elle durait en moyenne 7 minutes 50, 7 minutes et demie. La chose importante pour nous, surtout d'un point de vue expérimental, c'est qu'on a vu qu'il n'y avait pas de différence. Les parents s'étaient autant engagés dans l'activité, dans les activités qu'on leur avait proposées en mathématiques, que ceux qui étaient dans le groupe langage et à qui on proposait des activités langagières. Donc, ce qui nous intéressait surtout, c'était à quel effet sur l'apprentissage en mathématiques des enfants.
Alors la première chose, c'est que tous les enfants progressaient sur toutes les compétences sur lesquelles on les a testés. Ce qui est plutôt bon signe. Ces enfants, encore une fois, ils étaient tous scolarisés en maternelle et ils ont tous appris pendant ce laps de temps, ils ont tous progressé sur toutes les compétences sur lesquelles on les a testés. Ce qui nous intéressait surtout, c'était ce qu'on appelle un effet d'interaction. Autrement dit, est-ce que les enfants progressaient plus ou moins, progressaient tous, mais est-ce qu'ils progressaient plus ou moins selon la condition dans laquelle on les avait placés avec leur famille? Et oui. Ce qu'on observe ici en rouge, c'est la progression des enfants dans le groupe mathématiques, tandis qu'en bleu, c'est la progression des enfants dans le groupe langage. Et donc, ce qu'on a observé, c'est que sur ces compétences d'ordinalité, transcodage et arithmétique, tous les enfants ont progressé, mais ceux qui ont joué pendant 6 semaines avec leurs parents ont davantage progressé que les autres enfants qui avaient aussi joué avec leurs parents. Et donc, les effets observés là sont avec des tailles d'effets modérés, ce qui est quand même assez significatif pour une intervention de ce type sur une durée assez courte. Et surtout, ce que je voulais souligner ici, c'est que sur ces compétences d'ordinalité, ce qu'on a observé, c'est que les compétences des enfants à l'issue de l'intervention, en rouge, en fait, c'était des compétences qu'on observe traditionnellement en fin de grande section de maternelle. Donc ces enfants-là, ils avaient fait un bond vraiment significatif dans leurs compétences. Donc, ça demande à être répliqué, ça demande à être observé, mais une des hypothèses exploratoires, c'est que certainement, en fait, ces compétences d'ordinalité, c'est pas du tout celles sur lesquelles les parents s'engagent spontanément dans les activités du quotidien. Et le fait d'avoir fourni un type de jeu, d'activité qui engageait davantage ce type de compétences, ça a vraiment permis aux enfants de progresser. Deux choses importantes sur ces effets d'intervention. Une question qu'on s'est posée, c'est est-ce que les enfants avaient tous bénéficié de la même manière de cette intervention, selon 2 axes? Est-ce que, en fait, un des écueils de ce type d'outils, ce serait de faire progresser uniquement les enfants qui étaient déjà bons au départ? Et donc, est-ce qu'il y a un effet des compétences préalables des enfants? Ben non. Nos résultats montrent plutôt que tous les enfants ont progressé de la même manière, quelles que soient leurs compétences préalables. Et l'autre caractéristique, c'est est-ce qu'il n'y a pas un effet délétère des caractéristiques familiales au départ? Est-ce que les parents anxieux ne seraient pas moins capables d'implémenter ça? Ou est-ce que le fait de pratiquer plus ou moins d'activités familiales au préalable, est-ce que ça a un effet? Là non plus, on n'a pas, a priori, trouvé d'effet de ces caractéristiques familiales. Donc je dis a priori parce que, bien évidemment, on n'avait pas ciblé spécifiquement des parents anxieux, donc ça demande à être répliqué auprès d'autres populations pour s'assurer que ces effets-là n'aient vraiment pas d'impact, mais en tout cas, c'est tout à fait encourageant sur cet outil. Donc, pour résumer, cet outil, ce dispositif qu'on a évalué de façon préalable dans cette étude, il a plusieurs caractéristiques qui semblent plutôt encourageantes, à savoir qu'il est autonome, il ne demande pas de superviser les parents, il ne demande pas de former les parents, il ne demande pas de transformer les parents en coach. Les familles ont plutôt bien adhéré, puisqu'il faut savoir que dans les études précédentes qui étaient très supervisées, très strictes, il y avait parfois jusqu'à 50% des parents qui disparaissaient des radars pendant la durée de l'intervention. Nous, on a 10% des familles qui n'ont pas donné suite une fois qu'on leur avait remis le matériel. Le coût est faible. Alors, j'ai calculé combien on avait payé par enfant à peu près, sachant qu'on a fait ça avec les moyens du board. Donc, par exemple, pour imprimer les livres, on a utilisé des imprimeurs en ligne, mais il y a certainement moyen d'abaisser ce coût avec des dispositifs plus établis. On avait environ 10 € par enfant pour leur remettre tout ce set d'activités. Et surtout, il y avait un gain de compétences significatif dans cet essai qui était vraiment contrôlé, randomisé. Donc, on est vraiment plutôt certain d'avoir amélioré les compétences en mathématiques de l'enfant par cet effet domino de cette intervention avec ce matériel et ces petites vidéos fournies aux parents. Les hypothèses que j'aimerais vous soumettre à présent pour envisager une suite à cet outil, c'est bien sûr la question cruciale de l'effet à long terme de l'outil. Il faudrait pouvoir implémenter cet outil et mesurer les effets sur un plus long terme, alors sur les compétences en mathématiques des enfants, est-ce que ce gain se maintient, mais aussi, pourquoi pas, sur les caractéristiques des familles. Est-ce qu'en fait, ils enrichissent, ils modifient leur perception de l'apprentissage et leur activité avec leur enfant? Et surtout, quelque chose que je voulais vous soumettre aujourd'hui, c'était la question de la transférabilité de cet outil. Le fait qu'il ait une meilleure validité écologique, ça devrait encourager à essayer de transférer dans d'autres contextes que celui purement de la recherche. Et donc, implémenter un outil comme celui-là dans différents contextes, dans différentes populations. Le premier contexte, bien évidemment, c'est celui de la coéducation, donc vraiment ce contexte entre famille et école. Alors ce contexte-là, il va être étudié dans les prochains mois grâce à un financement du pôle pilote Pégase de Grenoble. Donc on va vraiment chercher à co-construire avec les enseignants la meilleure façon de se bâtir sur ce levier de coéducation pour fournir des ressources aux familles.
deux contextes qui me semblent particulièrement importants de discuter aujourd'hui. C'est le contexte du parcours du soin du jeune enfant. Parce que, notamment, j'en parle parce qu'il vient d'avoir un dispositif qui a été mis en place dans le nord de l'Italie, dans une région du nord de l'Italie. Ce dispositif s'appelle Nati per contare, né pour compter. Ce dispositif, il s'est vraiment calqué sur ce qu'il y avait comme ligne directrice par rapport au développement du langage chez l'enfant. Et donc, il a consisté à simplement mettre en place, dans le cadre des routines de visite chez le pédiatre, des questions et des soutiens à la question mathématique. Donc, deux volets. Un premier volet qui était poser des questions aux parents sur l'apprentissage en mathématiques, les compétences mathématiques précoces de l'enfant, comme ça pourrait être le cas sur le langage, et leur demander quelles sont les activités qu'ils font en famille. Et le deuxième volet de cet outil, il consiste ensuite à informer les parents sur les compétences de leur enfant et sur le type d'activité qu'ils pourraient faire. Et à l'issue de ce deuxième volet, dans ce programme italien, ils remettent aux familles 2 livres avec du contenu mathématique. Et ce programme italien, il a fait l'objet d'une publication récemment qui est encourageante puisqu'il montre une très bonne adhésion et des médecins et des parents à ce protocole. Et surtout, il montre que les parents ont augmenté la fréquence des activités mathématiques à l'issue de ce protocole. Là où il est plus réservé, c'est que pour l'instant, il ne mesure pas de bénéfices sur les compétences en mathématiques des enfants. Et les auteurs de cette étude expliquent que c'est certainement parce que les parents augmentent leur activité, mais qu'en fait, elle reste trop faible parce qu'ils déclarent 2 à 4 activités mathématiques par mois. Donc, ce qui est vraiment très peu. Mais il me semble que voilà, ce genre de dispositif d'expérimentation italienne pourrait être répliqué dans un contexte français, et notamment donc, via ce parcours de soins du jeune enfant, et pourquoi pas en testant cette fois-ci l'implémentation, en fournissant aux parents des ressources plus larges que simplement 2 livres avec du contenu mathématique, et en testant l'implémentation de l'outil que je viens de vous présenter à l'issue de ces visites médicales de routine du jeune enfant. Et un autre contexte dans lequel cet outil pourrait être transféré et testé, c'est celui dans le cadre d'associations de soutien à la parentalité, comme c'est le cas de l'association Papoto qui est soutenue par Oxytadis et l'ARS. Et donc ce type d'association, vraiment leur objectif c'est de rendre accessible au plus grand nombre les connaissances sur le développement de l'enfant. Mais à l'heure actuelle, ce type de dispositif n'inclut quasiment pas, ou en tout cas à ma connaissance très rarement, les questions sur l'apprentissage mathématique. Il y a tout un volet langage, mais là aussi le volet mathématique est inexistant, à ma connaissance, j'espère ne pas dire n'importe quoi à ce sujet-là. Et donc, il me semble que ça pourrait être intéressant de tester et de transférer un outil comme celui que je viens de vous présenter dans le cadre de ces associations, à minima dans sa composante numérique, avec ces petites vidéos aux parents sur l'importance de ces compétences et les opportunités du quotidien, et bien sûr, encore mieux, dans sa composante aussi matérielle. Voilà, je termine donc sur ces pistes d'application et d'expérimentation qui, j'espère, retiennent votre attention. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie toutes les équipes qui ont permis aux données que je viens de vous présenter d'exister. Et puis, bien sûr, merci à tous les enfants et tous leurs parents qui participent à nos études. Peut-être des questions. Merci beaucoup, c'est passionnant. C'est un très beau projet. Juste 2 petites questions. Les parents étaient-ils informés que l'objectif était d'améliorer les compétences en mathématiques ou non? Non, bien sûr que non. Donc c'était en vrai aveugle pour les parents? Oui. Est-ce qu'un schéma expérimental permettant de faire, au lieu de faire un groupe contrôle, un groupe mathématique, de faire un crossover et de réévaluer dans un deuxième temps en les switchant d'un groupe à l'autre, et la troisième bien évidemment, c'est la durabilité des écarts observés. Est-ce que vous les avez revus 6 mois, 1 an après? Alors, pour répondre à ma question, d'abord, comment on a présenté l'étude aux parents? On leur a plutôt dit qu'on avait besoin de parents testeurs pour tester des activités qu'on avait mis au point et que c'est pour ça qu'on leur demandait des feedbacks qualitatifs, et certains en ont fait beaucoup. Alors après, l'autre chose, c'est qu'une fois que les parents sont ils se rendent bien compte qu'en fait, on cible plutôt... Et en fait, c'est voulu. On ne veut pas que les parents mettent en place ça sans savoir. On voulait vraiment qu'ils soient acteurs de cet apprentissage. Et donc, les vidéos les informent quand même d'une façon ou d'une autre sur cet apprentissage-là. Sur les effets à long terme, non, c'est une des questions, c'est vraiment la suite de ce dispositif, c'est tester les effets à long terme, c'est indispensable. Et sur la question d'inverser les groupes, c'est pas trop quelque chose qu'on a l'habitude de faire en recherche, mais pourquoi pas, avec de toute façon, il faudra bien garder en tête qu'on espère que notre dispositif, en fournissant ces activités et en fournissant ces vidéos, informe les parents sur l'importance de ces pratiques et qu'ils ne les abandonnent pas ensuite. Et d'ailleurs, dans les feedbacks qualitatifs qui nous ont été faits par les parents sur certaines activités, certains disaient « c'est incroyable, je ne pensais pas que mon enfant était capable de faire ça ». Donc,
voilà, l'idée, c'est il faut pouvoir mesurer à plus long terme, mais on pense que ce genre d'outils, il modifie aussi les perceptions des parents sur les compétences de leur enfant, et donc inverser les conditions, on n'aurait pas le même effet aussi pur que... C'est attesté. Et dernière chose, est-ce que vous avez évalué l'impact des cibles du groupe contrôle, notamment sur le développement du langage, puisque là, vous pouviez prendre l'intervention et vous pouviez prendre une autre intervention et évaluer son effet. Oui, tout à fait. C'est une question qu'on s'est beaucoup posée au moment de construire l'étude. Après, il faut faire des choix. On teste les enfants pendant la classe, en contexte maternel. Et donc, le premier choix qui guidait c'était le choix du temps et de la durée sur laquelle on allait tester les enfants. L'objectif, c'était vraiment de montrer l'efficacité mathématique. On a des outils langagiers, mais bien évidemment que l'idéal serait été de tester les enfants beaucoup plus largement sur d'autres compétences. Donc les intervenants papoteaux, vous avez un grand champ de recherche devant vous. Je vous passe le micro, qui veut. Oui, alors maintenant c'est le temps des questions. On donne en priorité la parole aux experts. Donc merci quand vous prenez la parole de vous présenter, qu'on puisse vous identifier. Et puis ensuite à d'autres personnes dans la salle, mais ce sera très limité. Merci beaucoup, c'est super intéressant, Claire. J'ai 2 questions en fait. La première, c'est donc Catherine Thévenot, pardon. Je suis pas expert, je suis aussi porteur de projet, donc je suis en concurrence avec toi. Je vais poser des questions. Non, je plaisante, évidemment, je plaisante. Est-ce que tu nous as pas présenté les résultats sur la cardinalité? Or, tu avais testé la cardinalité. Et comme la cardinalité, vous le verrez, m'intéresse particulièrement. Quels étaient les résultats? J'ai présenté que les résultats sur lesquels on avait un effet effectivement d'interaction. Donc la cardinalité, on n'avait pas d'effet. Et les enfants, en fait, c'était aussi certainement un effet de notre mesure, étaient déjà au plafond en pré-test. Donc on n'a pas eu de bénéfice. Langage mathématique, pareil. La tâche n'était certainement pas la plus sensible. Les enfants étaient très forts dès le début de l'étude. D'accord. Et autre question, les parents, là, ils étaient évidemment en partie volontaires, dans le sens où tu ne vas pas imposer à des familles. Et je me demandais justement si ces parents, ils n'étaient pas déjà d'un milieu socio-éducatif plus élevé que les parents qui ont peut-être d'autres préoccupations dans la vie, moins élevées que de faire ce genre de jeu à la maison. Tout à fait. C'est le problème alors, de ce genre d'études où on se base sur le volontariat des parents. C'est aussi pour ça que ça me paraît vraiment indispensable de passer par ce levier de coéducation, et c'est ce qu'on va mettre en place là pour cibler spécifiquement des écoles REP et voir avec les enseignants qui sont les experts de ces questions-là comment arriver à accéder à ces parents. Mais tout à fait, alors on a calculé leur niveau socio-économique qui était considéré de modéré à élevé. Il faut savoir qu'en plus c'était dans un contexte de Belgique flamande, qui n'est pas les régions les plus précaires de la Belgique, loin de là. Donc tout à fait, c'est une vraie question de comment cet outil-là pourrait être implémenté dans des milieux familiaux aux caractéristiques diverses, et notamment ceux issus des milieux plus précaires. Pendant que le micro monte, est-ce que vous aviez des hypothèses sur tout ce qui est entraînement aux fonctions intentionnelles et exécutives, puisque sur le langage écrit, on a quand même des jolis modèles expérimentaux d'entraînement aux fonctions intentionnelles et exé sur l'acquisition de la lecture. Est-ce que vous retrouvez dans la littérature les mêmes choses sur la cognition mathématique ? Alors, sur la cognition mathématique, oui, tout à fait. Oui. C'est ce que je montrais avec ma bulle du départ sur les autres domaines. Sur la question de l'environnement familial, non. Encore une fois, c'est un domaine récent, mais alors, il y a des études qui montrent qu'il y a des effets médiateurs, des fonctions exécutives, etc. Mais là, le postulat, c'est pour ça que j'ai présenté les études qu'on a fait avec Jérôme avant. C'était vraiment de partir sur cette spécificité de cette relation. Bien évidemment, les pratiques langagières vont aussi soutenir indirectement les mathématiques, les fonctions exécutives aussi, mais là, c'était de voir s'il y avait un gain, et c'est ce qu'on montre par rapport au langage. On ne l'a pas fait en fonction exécutive, la contrôle. Bonjour, donc je suis formatrice, éducateur de jeunes enfants. Et ma question c'était, est-ce qu'il a été envisagé dans l'étude que le fait que les enfants partagent un moment privilégié avec leurs parents à travers le jeu puisse influencer, enfin, en tout cas jouer sur les compétences qui montent, en fait, c'est-à-dire par rapport aux résultats que vous avez ensuite. C'est-à-dire qu'on sait, alors là vous êtes sur des enfants un peu plus grands, mais on sait que dès le tout jeune âge, le fait juste d'avoir un moment privilégié avec le parent à travers le jeu
logiquement, aide énormément l'enfant à monter en compétence. Oui, tout à fait, vous avez raison, et c'est pour ça qu'on a mis en place cette haute condition qui était le jeu avec le langage. Donc vraiment, ils jouaient aussi. C'était, là aussi, on avait des jeux de memory, on avait des jeux de... Je les ai plus tous en tête, mais c'était des jeux sur les rimes, sur les sons, des jeux sur le vocabulaire, etc. Donc tous les enfants jouaient, et ce que je montrais sur l'implémentation, c'est qu'il n'y a pas eu de différence. Ils ont autant joué dans la condition langage que dans la condition mathématique. Donc le fait d'avoir fait cette haute condition, et pas juste d'avoir testé les enfants comme d'habitude en classe sans qu'ils aient aucune intervention, ça nous permet vraiment de dire qu'il y a certainement un bénéfice. Tous les enfants ont progressé, on ne sait pas d'où vient ce bénéfice, est-ce que c'est l'école, est-ce que c'est le jeu, etc. Mais le gain qu'on observe sur ceux qu'on jouait avec le contenu mathématique, il vient vraiment du contenu mathématique et pas du jeu et pas de la qualité des interactions avec les parents. D'accord, merci. Merci pour votre présentation. Donc, moi, je suis enseignante en psychologie sociale. J'avais une question. Vous avez commencé avec la question du statut socio-économique et du genre, avec ces statistiques, et les petites filles, évidemment, qui réussissent moins bien en mathématiques. Est-ce que, alors pour le statut, je pense que vous n'avez pas pu le tester, puisque apparemment, il y avait peu de variabilité. Mais quant au genre, est-ce que vous notez un effet différencié de ces pratiques et de leurs bénéfices sur les apprentissages en mathématiques ? Alors, effectivement, sur le statut, sur cet outil-là, on n'a pas pu le tester. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les études qui ont été publiées, de façon générale, le statut socio-économique est corrélé à la pratique familiale. Plus les parents sont issus de milieux socio-économiques favorisés, plus ils déclarent faire ce genre de pratique régulièrement. Donc, il y a ce lien-là. Et sur les questions de genre, il y a deux réponses. Donc d'abord sur notre étude, encore une fois, on avait un gros échantillon par rapport à nos moyens, mais ça reste un échantillon petit, donc on est sur plus de 110 enfants. On n'avait pas d'effet du genre. Les parents, il n'y avait pas d'effet du genre ni sur les compétences, ni sur les pratiques. On n'a pas observé d'effet du genre. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les questions de genre, ce qui a commencé à émerger dans cette littérature, qui, même si elle a explosé ces dernières années, est encore récente, c'est plutôt les questions d'anxiété mathématique. Et cette composante d'anxiété mathématique qui serait plutôt du côté de la mère et qui pourrait être transmise aux enfants par là, plus que par la question des pratiques. Mais encore une fois, c'est vraiment exploratoire et ça demande à être testé sur des plus grands échantillons avec plus de composantes. Voilà. Mais nous, sur les données, par exemple, qu'on a récoltées pendant ma thèse en France, on n'avait pas d'effet du genre non plus en corrélation. D'accord, ok. D'accord. Regardez comme s'il y a un effet médiateur de ces activités entre genre et les compétences. Et après, quant à l'anxiété des mathématiques, c'est vrai, mais étant plus sur l'axe social, regardez aussi du côté des effets de menace du stéréotype. On montre que dans les familles qui ne véhiculent pas le stéréotype selon lequel les filles sont moins bonnes en mathématiques que les garçons, elles réussissent mieux et embrassent de façon plus conséquente les carrières scientifiques. Oui, tout à fait. Mais la question des anxiétés mathématiques, je ne l'ai pas montré là, mais c'est aussi un des résultats des enquêtes PISA qui montre à quel point les jeunes filles sont beaucoup plus anxieuses des mathématiques que les garçons. Et donc, il y a vraiment cette question cruciale de comprendre d'où ça vient, par quoi c'est véhiculé, etc. Tout à fait. Je vous remercie. Encore merci. Merci. Jérôme Prado. Donc, j'ai un petit conflit d'intérêt, mais j'ai pas vraiment... Enfin, je découvre les résultats d'ailleurs de ton étude. Non, ma question, c'est juste pour savoir... Donc, tu dis que tu as un carton avec un mix de jeux. Et là, ce que tu as fait, c'est que tu as analysé globalement l'effet d'utiliser ces jeux. Mais du coup, tu as aussi un panel de compétences. Et du coup, je me demandais si tu avais fait, au moins théoriquement, un mapping entre les différents types de compétences que tu mesurais et le type de jeu que tu avais. Et d'une part, si tu as des raisons théoriques de penser qu'un type de jeu en particulier pourrait booster les compétences sur un type de compétences. Et la deuxième question additionnelle, si c'est le cas, est-ce que tu as testé ça? Est-ce que c'est le cas ou pas? Alors oui, bien sûr, on a fait... donc encore une fois, ces jeux, on ne les a pas inventés toutes pièces. On est parti sur des jeux qui avaient été testés et qui montraient leur efficacité en monotâche dans d'autres études. Donc en monotâche, juste en pratiquant ce type de jeu-là spécifiquement. Donc on pouvait être sûr que c'était ce jeu-là spécifiquement qui avait un effet. Donc on a fait les compétences qu'on a testées chez les enfants, on les a bien sûr pensées par rapport aux jeux et à ce que les jeux travaillaient. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que par exemple pour certains jeux, on fournissait une ligne numérique, on disait aux parents parmi les règles qui pouvaient s'aider de cette
cette ligne pour aider les enfants à déplacer les jetons, etc. Donc on a essayé de cibler certaines compétences. Par contre, ce qu'on n'a pas fait, et le design n'était pas conçu pour ça, c'est qu'en faisant ce design et en faisant ce parti pris de dire on laisse la plus grande variabilité possible aux familles, c'était pas du tout conçu pour pouvoir tester l'efficacité de chaque type de jeu. Mais c'est une question qui m'est posée par un de mes reviewers sur le papier, donc peut-être qu'on va devoir y passer parce qu'effectivement, non c'est pas toi, mais on a les données par jeu, mais je suis pas sûre de la puissance qu'on aura sur ces analyses, sachant que vraiment l'étude n'était pas conçue comme telle et donc certaines familles se sont engagées quasiment exclusivement dans un type de jeu alors que d'autres... Et l'objectif, c'est qu'en fait, on ne sait pas par quoi c'est drivé le fait qu'ils soient engagés dans un type de jeu plutôt que d'un autre, puisque par définition, on voulait leur laisser cette liberté-là. Donc on ne peut pas vraiment éclaircir... On va le tester, mais on ne pourra pas répondre certainement à cette question. Le temps pour une dernière question. Brève, une réponse brève, 1 minute. Oui, merci pour la présentation. Moi, je suis Cécile Samin, orthophoniste. Je me posais la question par rapport au langage, justement. Est-ce qu'il y a une étude prévue pour la résolution de problèmes? Parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans les difficultés lors des bilans. Et après, je rejoignais aussi monsieur par rapport au degré de complexité des jeux proposés. Est-ce que vous l'avez testé, sans parler du type de jeu? Alors, en fait, encore une fois, toute la question, c'est comment on conçoit ces interventions et quel rôle on donne aux parents. L'objectif, c'est pas de faire, en tout cas dans cette étude, notre objectif, c'était pas de faire des parents des formateurs, des enseignants. Donc l'objectif, c'était pas de cibler une compétence en particulier. Vraiment, on part sur le constat, c'est plutôt il y a ces inégalités, quels seraient les leviers. Donc, on n'a pas cherché à cibler la résolution de problèmes, mais de la même manière qu'on n'a pas conçu l'étude pour cibler certaines compétences. On est parti d'activités qui fonctionnent, qui nous semblaient cohérentes avec ce que peuvent faire les familles. Et donc la question de cibler une activité, c'était pas. Donc j'ai pas de réponse à cette question-là. Et sur la question du niveau de complexité. Là aussi, on pourrait étudier ce que les parents nous ont dit parce qu'ils pouvaient nous indiquer quelle version ils ont utilisée, en espérant que ce soit robuste parce que ça pouvait être très confusant pour eux. On a laissé la possibilité aux parents d'utiliser des jeux plus ou moins complexes. Les jeux de plateau pouvaient être 0 à 20, 0 à 40, etc. Parce qu'on ne voulait pas que les enfants s'ennuient, on voulait que ce soit stimulant, engageant. Mais cette étude, encore une fois, elle n'est pas conçue pour tester ça. Mais bien sûr que la question du niveau de complexité, vous avez raison, elle est tout à fait primordiale. Et proposer des activités trop simples ou trop compliquées aux enfants, ça peut être problématique. Et nous, on s'est basé sur le fait que les parents et les enfants seraient jaugés, mais c'est tout à fait flou. Et effectivement, c'est important d'estimer ces compétences pour proposer des activités les plus adaptées aux enfants et aux parents. Merci beaucoup. Merci on va avancer vers la présentation suivante. Vous aurez du temps d'échange au moment de la pause, donc n'hésitez pas, c'est le plaisir d'être au contact les uns avec les autres.